L'Ukraine a provoqué une onde de choc dans l'armée russe. Pendant des siècles, les voies de la Russie ont été ces artères cachées de puissance, traversant des villes reculées que peu d'étrangers pourraient même situer sur une carte. Ces voies navigables assuraient à Moscou un sentiment de sécurité. Même durant la guerre, le cœur du pays se sentait intouchable. Le 4 octobre à 4h31, ce sentiment de sécurité a disparu. L'Ukraine a frappé en plein cœur du territoire russe pour toucher une corvette de classe bouillant M nommée Grad alors qu'elle traversait le lac Onega. Ce qui choque, c'est que la frappe s'est produite à 1000 km de la frontière, loin du front. Et pourtant, l'Ukraine vient de prouver que même des endroits éloignés des lignes de front peuvent être frappés. Ce n'était pas une frappe aléatoire, et le Grad n'était pas un navire de guerre ordinaire. C'était un petit navire, mais puissant, équipé de missiles de croisière de calibre 8, d'un canon automatique de 100 mm et d'un petit système de défense aérienne. Les missiles transportés avaient une portée de 2500 km et pouvaient emporter des ogives conventionnelles ou nucléaires. Cela faisait de ce navire une cible de grande valeur. Construit en décembre 2022, il a été conçu pour naviguer discrètement des voies intérieures, de la Baltique à la mer Caspienne, échappant aux satellites et à la surveillance de l'OTAN. En bref, c'était l'un des outils les plus flexibles et secrets de la Russie pour projeter sa puissance. Lors de la frappe, Grod était probablement en déplacement pour un déploiement ou se dissimuler. Certains analystes pensaient qu'il était déplacé pour maintenance ou retiré de la mer Noire face aux risques croissants. Ironiquement, il a survécu à la mer Noire avant d'être touché dans une zone réputée sûre. Le service de sécurité de l'Ukraine ukrainien a indiqué que la frappe a touché le compartiment de l'unité de puissance du navire, coupant la propulsion et l'immobilisant en mer. À ce moment-là, la partie était terminée. Des images satellites et des sources ouvertes indiquent l'arrivée rapide des secours et le renforcement immédiat de la sécurité le long des voies navigables du Nord. L'objectif de l'Ukraine était clair. En frappant le Grad, elle a atteint une cible précieuse dans un lieu stratégique et envoyé un message à Moscou. La géographie seule ne pouvait plus garantir la sécurité. Chaque canal, rivière et lac, qui étaient autrefois considérés comme des propriétés intouchables à l'intérieur des terres, sont soudainement devenus vulnérables du jour au lendemain. Des vidéos de la frappe sur le lac Onega ont vite circulé en ligne. Des images montrèrent des éclairs sur l'eau, et les rapports d'explosion ont vite circulé sur les réseaux sociaux russes. Les médias russes ont d'abord parlé d'une défaillance technique, mais le suivi satellite et des sources ukrainiennes ont confirmé que le navire lance-missile Grad avait été touché et neutralisé. Cet embarras était indéniable malgré leurs tentatives. Frapper le navire Grad sur le lac Onega était déjà audacieux, mais l'Ukraine a poursuivi. En l'espace de 2 jours, ils ont lancé une autre attaque, cette fois contre la raffinerie de pétrole de Kirishi, située juste au sud-est de Saint-Pétersbourg. Cette raffinerie n'est pas une installation comme les autres. C'est l'une des plus grandes de Russie, traitant des milliers de barils par jour et représentant 66% du raffinage pétrolier du pays. Les attaques de drones ont provoqué des incendies dans des zones de traitement clés et ont mis hors service certaines parties du système électrique. Les équipes ont agi vite pour limiter les dégâts, mais l'usine a fermé temporairement. Cela a sérieusement affecté la chaîne d'approvisionnement en carburant de la Russie. Observer les effets montre l'ampleur de l'action. En attaquant le navire Grad sur le lac Onega et la raffinerie de Kirishi, l'Ukraine a endommagé 2 cibles et perturbé le transport russe de carburant et de fret par les voies navigables du Nord. Le lac Onega est directement relié à la voie navigable Volga-Baltique, qui alimente le système de canaux de Saint-Pétersbourg. Ce canal est une des principales voies maritimes internationales de la Russie. Après l'attaque, la Russie a dû suspendre le trafic et renforcer la sécurité. La circulation a ralenti, les inspections se sont intensifiées, et le flux habituel des navires a été interrompu. En même temps, la raffinerie de Kirishi a été mise hors service. Cette raffinerie fournit du carburant aux navires et aux équipes de soutien opérant dans toute la région. Sans elle, remorqueurs et cargos ne fonctionnent pas. Les pénuries de carburant causent des retards. Ces retards imposent des réacheminements. Le système de canaux exige que tous les éléments fonctionnent ensemble. Cela comprend un passage sûr, un approvisionnement régulier en carburant et une synchronisation fiable. Après ces perturbations, le segment de Saint-Pétersbourg n'a pas pu avancer. Les barges se sont retrouvées bloquées. Les plannings ont été modifiés et la dernière portion de la route intérieure de la Russie vers la Baltique s'est soudainement retrouvée en danger. Les images satellites montrent désormais des voies navigables vides, des barges immobilisées, et les compagnies maritimes civiles ont maintenant détourné les barges. Les taux d'assurance transport ont fortement augmenté dans la région. L'artère intérieure russe, jadis dédiée au transport de carburant, bois et matériel militaire, n'est plus viable. Et maintenant,
Même le tronçon de Saint-Pétersbourg de la voie navigable Roga-Baltique a cessé de fonctionner. La Neva, le canal Ladoga et les écluses voisines, autrefois sûres, ont été perturbés. Le tronçon final de la voie navigable russe, près de la ville de Poutine, ne fonctionne plus correctement. Ce n'est pas un simple ralentissement, cela montre la réelle fragilité du système. Un simple coup sur un navire ou une raffinerie suffit à désorganiser toute la logistique nordique russe. Comme on dit à Kiev, 2 drones, une voie navigable russe. Ces attaques ont clairement été synchronisées pour frapper là où ça fait mal, le carburant, la logistique et la confiance. La Russie n'a pas seulement perdu des moyens stratégiques, mais aussi l'illusion de l'invulnérabilité de ses infrastructures du Nord. Et ce changement est important, comme vous allez le voir dans un instant. Pour comprendre l'impact, il faut voir ce qu'est le canal et pourquoi il a été construit. Le canal de la mer Blanche à la Baltique s'étend sur 227 km, creusé à travers les forêts du Nord dans les années 1930 par des prisonniers du Goulag. Des milliers de personnes sont mortes pendant sa construction. Le canal relie des ports arctiques comme Romansk à Saint-Pétersbourg, puis à la Volga, ouvrant l'accès aux mers Caspienne, Noire et d'Azov. Il a été conçu pour que la Russie reste mobile malgré le blocus de ses côtes. Ce canal fait partie d'un réseau plus vaste qui comprend la voie navigable Volga-Baltique, le lac Ladoga, et une chaîne de rivières et d'écluses. Cela transporte pétrole, carburant et marchandises industrielles des ports baltes Pramorsk et Oust-Luga vers l'intérieur de la Russie. Ces routes traversent Saint-Pétersbourg et relient Tcherepovets, Nijni Novgorod et Astrakhan. Chaque section soutient l'économie et aide à approvisionner l'armée. Donc lorsqu'une partie est touchée, c'est tout le système qui en ressent les effets. Pour la marine russe, ce réseau a toujours été un avantage caché. De petits navires lance-missiles comme le Grad ont été conçus spécialement pour cela. Ils transportent des armes puissantes et naviguent dans des écluses étroites et lacs peu profonds. La Russie peut transférer des navires entre ses flottes via ses eaux intérieures sans passer par des zones hostiles. C'est une partie cruciale de ce que Moscou appelle sa profondeur stratégique. L'idée est que la géographie seule protège le cœur de la Russie des menaces étrangères. Cette illusion a disparu en quelques secondes quand le Grad a explosé. En dehors de l'usage militaire, c'est dans le commerce que l'importance du canal devient immédiatement évidente. Primorsk, l'un des plus grands terminaux pétroliers russes, au nord-ouest de Saint-Pétersbourg, est un point clé pour l'exportation du pétrole transitant par les canaux. Il traite chaque année plus de 230 millions de barils de pétrole et carburant, principalement pour l'Europe. Oust-Luga, à 110 km à l'ouest de Saint-Pétersbourg, ajoute des millions de tonnes de charbon, carburant et fret conteneurisé. Les 2 ports, reliés au réseau de canaux, permettent à la Russie de transporter rapidement d'importants volumes de marchandises. Si le canal est perturbé, les expéditions ralentissent, le commerce cesse et les routes d'approvisionnement du nord s'effondrent. Même une courte fermeture peut perturber les livraisons de carburant et les exportations dans plusieurs régions. Le canal fournit à la Russie une alternative clé au commerce. Si des ports du sud comme Novorossiysk subissent sanctions, blocus ou attaques, le corridor nord peut prendre le relais. Sa proximité avec des pays de l'OTAN comme la Finlande et les États baltes le rend politiquement sensible. Cela donne aux sous-marins russes de la flotte du Nord une route alternative, évitant les zones surveillées par l'OTAN près de la Norvège et du Royaume-Uni. La fermeture de cette route réduit la capacité de la Russie à déplacer discrètement ses armes nucléaires entre océans. La Russie a longtemps considéré cette zone comme sûre parce qu'elle est éloignée des combats actifs. Ce sentiment de sécurité a poussé Moscou à utiliser largement le canal pour ses déplacements. Il ne s'agit pas seulement d'échapper à l'OTAN. Le canal est essentiel à la puissance navale russe, surtout pour dominer l'Arctique. Ce canal n'est pas seulement une route commerciale, c'est une bouée de sauvetage pour la marine russe. Reliant discrètement les chantiers navals de Saint-Pétersbourg aux bases arctiques comme Mourmansk et Svorodvinsk. Ces chantiers situés parmi les palais produisent radars, pièces de missiles et équipements pour sous-marins et navires de la flotte du Nord. Le canal Baltique-Mer Blanche permet à la Russie de déplacer ce matériel sensible à l'intérieur des terres, loin des regards indiscrets de l'OTAN sur les eaux libres. C'est comme une autoroute secrète pour les fournitures militaires, permettant à la Russie de poursuivre ses ambitions arctiques sans encombre. Quand l'Ukraine a frappé ce corridor, elle n'a pas seulement perturbé les cargos, elle a aussi mis des bâtons dans les roues de la chaîne d'approvisionnement de la marine. Une frappe suffit à retarder du matériel essentiel, forçant la Russie à revoir l'équipement de ses flottes du Nord. C'est plus important qu'on ne le pense. Moscou parie sur l'Arctique et promeut la route maritime du Nord comme futur Eldorado énergétique et commercial. Mais ces rêves exigent un approvisionnement constant des chantiers navals occidentaux. L'attaque de l'Ukraine montre que même à 1000 km de distance, un drone bien placé peut jeter un froid sur les projets arctiques de la Russie. Cela rappelle que la vaste géographie russe, de son cœur européen à son nord glacé, n'est plus le bouclier d'autrefois. Cela renforce l'idée que l'attaque a causé de lourds dégâts à la Russie.
Cela a endommagé un navire et brisé le sentiment de sécurité. Pendant des années, la Russie considérait son nord comme intouchable, où des familles passèrent leurs vacances. Des officiers à la retraite pêchaient dans ces eaux. Quand les flammes ont illuminé le lac, ce n'était pas qu'une défaite militaire, mais aussi psychologique. La guerre touchait un lieu qui n'aurait jamais dû la connaître. Ce drone a parcouru des centaines de kilomètres et franchi une frontière mentale. Le Kremlin a longtemps assuré à son peuple que la guerre restait lointaine, limitée à la zone d'opération. Un drone ukrainien a récemment réussi à traverser forêts, rivières et radars pour frapper un navire du réseau de défense nord-russe. Ce n'était pas n'importe quelle région, mais la Carélie, proche de Saint-Pétersbourg, où Poutine était né et a fait carrière. La frappe est tombée dangereusement près du cœur symbolique du pouvoir russe. Pour les habitants, ce fut un moment de choc. Pour le Kremlin, c'était un défi direct à l'idée de profondeur stratégique. Cela a mis en évidence de graves failles dans les défenses du nord de la Russie et obligé l'armée à redéployer des ressources pour protéger des infrastructures réputées sûres. Ce changement affaiblit la position de la Russie et montre que même les régions protégées restent vulnérables. Et ce n'est pas seulement la personne lambda qui ressent ce changement, cela touche aussi les plus hauts niveaux. Ce coup frappe durement l'élite russe, ceux de Moscou et de Saint-Pétersbourg, qui ont pu continuer leur vie sans encombre tant que les combats restaient loin. Pour eux, la guerre n'était qu'une info télévisée, sans effet sur leur vie ou leur foyer. Mais une attaque près des anciens quartiers de Vladimir Poutine semble rompre l'accord où le Kremlin garantissait la sécurité aux élites contre leur soutien discret. Ces personnes pourraient désormais craindre que leur quartier soit le prochain, semant le doute même parmi les soutiens du pouvoir. Pour comprendre l'impact psychologique, il suffit de voir comment la Russie s'est toujours appuyée sur sa taille. La Russie s'est toujours appuyée sur l'immensité de son territoire comme bouclier. Pensez à la façon dont des envahisseurs comme Napoléon se sont enlisés en marchant vers Moscou, ou comment l'armée d'Hitler s'est retrouvée bloquée dans le froid à Stalingrad. Ces défaites ont ancré l'idée que les ennemis s'épuiseraient, avant d'atteindre le cœur du pays. Mais cette attaque renverse complètement cette idée, montrant comment les outils d'aujourd'hui, comme les drones, ignorent ces anciennes barrières. Ce qui marchait contre les armées ne résiste plus aux frappes imprévisibles. Les drones ont annulé la notion de distance. C'est la nouvelle réalité. Dans une guerre où vitesse et précision priment sur la taille, un canal suffit à changer l'équilibre. L'Ukraine n'avait pas à gagner, seulement à prouver que la situation avait changé, ce qu'ils ont fait. Quand les analystes disent que le canal a été fermé, ils ne parlent pas d'une écluse cassée ou d'un navire échoué. Ils décrivent un effondrement total des déplacements, du commerce et de la confiance. L'Ukraine n'a pas seulement bloqué une route, elle a mis en lumière une faiblesse du système russe. L'Ukraine a montré qu'en frappant les bonnes infrastructures, on peut changer l'équilibre des forces, et tout cela sans avoir besoin d'une victoire traditionnelle sur le champ de bataille. Voyons les détails. La question reste, comment atteindre un navire de guerre en mouvement au cœur du territoire russe ? La réponse tient en planification, technologie, renseignement et timing, mais elle est en réalité plus complexe et intéressante. L'Ukraine n'a pas gagné par hasard, elle s'est équipée d'outils adaptés à ce type de frappe. Drones, longue portée, renseignements précis, coordination entre forces spéciales et unités navales, et aide locale lorsque possible. Ces outils ne sont pas coûteux, ils sont discrets, adaptables et difficiles à arrêter lorsqu'ils sont utilisés. Eh bien, commençons par les drones. L'Ukraine a mis des années à les perfectionner. Certains drones kamikazes explosent à l'impact, d'autres servent court d'éclaireurs, transmettant des images ou guidant des armes. Les modèles longue portée volent des heures, traquant des cibles via système de positionnement global et caméras embarquées. Ils volent à basse altitude pour éviter les radars ou montent en altitude pour se synchroniser avec les satellites. Certains sont pilotés à distance, tandis que d'autres volent de façon autonome. Dans tous les cas, ils sont conçus pour rester invisibles jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais les drones ne valent que par la qualité du renseignement qui les guide. Et le réseau de renseignement de l'Ukraine a évolué rapidement. Il associe images satellites, communications interceptées, données ouvertes et rapports humains sur le terrain. Les partenaires occidentaux aident avec les données satellites et les signaux. Mais c'est l'Ukraine qui choisit les cibles. Cela compte beaucoup. Pour atteindre un navire en mouvement, il faut connaître sa trajectoire, son horaire et ses points d'étranglement. Ce type de précision vient d'informations fiables et croisées. Ensuite, il y a la question du timing. Le lac Onega, site de la frappe, est la partie la plus large et vulnérable du système de canaux. Ces eaux ouvertes, faible défense et multiples angles d'attaque en font un terrain idéal pour drones ou sabotage. Les planificateurs ukrainiens ont probablement suivi le grade pendant des jours, voire des semaines, attendant le moment où il serait vulnérable. L'Ukraine a traité toute cette opération comme une démonstration.
L'Ukraine a montré qu'elle peut atteindre profondément le territoire russe, contourner les défenses traditionnelles et frapper des cibles mobiles avec précision. Pas avec une marine ni des avions de chasse, mais avec un réseau d'outards efficaces ensemble. Soyons francs, cependant, la Russie avait des options pour empêcher cela. Elle aurait pu restreindre davantage les mouvements des navires, renforcer les patrouilles ou installer plus de défenses anti-aériennes le long du canal. Elle a sûrement fait certaines choses, mais visiblement, ce n'était pas assez. Le canal est long et étroit. Défendre chaque mètre est coûteux et lent. Impossible de défendre des milliers de kilomètres efficacement sans coût énorme ou affaiblir d'autres fronts. C'est le piège exploité par l'Ukraine. Parmi les aspects souvent négligés de sa stratégie de frappe, figure le mélange des méthodes. Certaines attaques reposent sur la technologie, d'autres sur les personnes. Leur combinaison décuple leur efficacité. L'Ukraine a discrètement établi des réseaux en Russie. Sympathisants, informateurs et saboteurs fournissent ce que satellites et drones ne peuvent offrir. La proximité. Si un agent local peut lancer un drone depuis le territoire russe ou transmettre une observation en direct, la frappe devient plus rapide, plus précise et plus difficile à arrêter. Selon une théorie, l'Ukraine n'aurait pas tout fait à distance et aurait reçu de l'aide depuis la Russie même. Des sympathisants, ou petites équipes infiltrent pour lancer des drones à courte portée ou déclencher des charges de près. Certains rapports suggèrent que la frappe était trop précise pour n'être réalisée qu'avec un drone longue portée, ce qui soulève des questions sur la possibilité que des locaux fournissent des renseignements ou aident directement l'Ukraine. Si c'est vrai, cela révèle des failles au sein même du camp russe, où tous ne soutiennent pas la version du Kremlin. Ce type d'aide interne rend chaque ville frontalière russe vulnérable et pourrait provoquer des chasses aux traîtres dans la sécurité à Moscou. Bien sûr, opérer à l'intérieur de la Russie comporte un risque sérieux. Lancer des drones depuis l'intérieur des frontières ennemies n'est pas seulement audacieux, c'est dangereux. Parfois, c'est la seule solution. Beaucoup opèrent en petites cellules, se déplacent discrètement, évitent l'attention et frappent vite. Avec des drones longue portée, l'Ukraine gagne une portée inédite. Cette frontière floue entre le sabotage local et les frappes à distance rend la défense plus difficile et la responsabilité plus obscure. La Russie ignore souvent l'origine des attaques et les responsables. Qu'est-ce que cela implique pour l'avenir des opérations navales ? Pour la Russie, déplacer des navires sur les rivières et canaux sera plus risqué. Les commandants devront repenser les itinéraires et le timing, ajouter des escortes ou arrêter complètement d'utiliser les raccourcis intérieurs. Cela réduit la flexibilité de déplacer les navires entre les flottes, une perte stratégique qui sera difficile à corriger rapidement. Ces frappes modifient le ressenti. Les marins, autrefois confiants dans le canal, s'inquiètent maintenant. Les dockers et commerçants, dépendant des livraisons, redoutent des retards et pertes, une crainte qui s'étend plus vite que les réparations. Cela crée de l'hésitation, ce qui est exactement ce que l'Ukraine recherchait. En temps de guerre, l'hésitation peut valoir autant qu'une victoire. Pour l'Ukraine. La frappe a endommagé les infrastructures et prouvé que des opérations en profondeur peuvent être décisives. Cela fixe aussi une nouvelle norme sur ce qui est possible. Si l'Ukraine peut toucher un navire comme le Grad près de Saint-Pétersbourg, elle peut viser des cibles de grande valeur, comme dépôts de carburant, chantiers de réparation ou stocks de missiles éloignés du front. Chaque frappe force la Russie à étendre ses défenses, faisant de sa vaste géographie un fardeau au lieu d'un bouclier. L'Ukraine pourrait laisser passer ses navires, mettant en danger écluses, barrages et autres bateaux sur ses routes. Même les ponts ferroviaires et routiers menant à Nourmansk-Severodvinsk, essentiels pour les bases du Nord, ressemblent de plus en plus à de futures cibles. L'incapacité du Kremlin à expliquer la situation a accentué les divisions. Ce fossé entre perception et réalité crée le doute, qui se répand plus vite qu'un feu de forêt. Ce doute grandissant n'est pas seulement dû à un seul événement, il s'est accumulé tout au long de l'année. Le blocus du canal s'inscrit dans une série d'échecs qui ont sérieusement entamé la confiance du public. Rien que cette année, la Russie a subi une série de revers militaires coûteux, chacun remettant en cause l'idée que Poutine contrôle encore la direction de cette guerre. Un exemple clair s'est produit cette année, quand les forces ukrainiennes ont paralysé le terminal pétrolier de Tuapsey en Russie, avec un essaim de drones. L'attaque a bloqué les livraisons de carburant vers la mer Noire plus d'une semaine et imposé un réacheminement d'urgence. Puis est venue la frappe sur la base aérienne d'Engels. En juillet, l'Ukraine a réussi à endommager au moins 2 bombardiers Tupolev, 95 à l'intérieur de l'un des aérodromes les mieux défendus du pays. Ces bombardiers font partie de la triade nucléaire de la Russie, et les voir touchés a été un rappel brutal que même les atouts stratégiques ne sont pas à l'abri. À la fin du mois d'août, l'Ukraine a mené une série coordonnée d'attaques de drones et de sabotage à travers Belgorod, Bryansk et Koursk. Des dépôts de munitions ont brûlé, les expéditions ferroviaires ont cessé, et plus d'une douzaine de stocks de carburant ont été endommagés ou détruits, selon les images satellites.
Chaque frappe a diminué la capacité de la Russie à déplacer carburant, armes et troupes sur son territoire. Ces frappes étaient d'autant plus douloureuses qu'elles étaient systématiques, non aléatoires. L'Ukraine a choisi des cibles de grande valeur qui comptaient sur les plans économiques, militaires et symboliques. Le schéma est clair. Faire pression sur l'infrastructure qui soutient l'effort de guerre et forcer la Russie à s'étirer de plus en plus pour tenter de la protéger. À l'intérieur de la Russie, les effets ont commencé à se faire sentir. Le Kremlin a renforcé la censure, tentant de minimiser les pertes, mais l'information fuit tout de même. Dans plusieurs sondages réalisés en septembre, le soutien aux opérations offensives continue à nettement diminuer, même parmi les groupes démographiques qui soutenaient la guerre auparavant. De plus en plus de Russes réclament des négociations et croient moins en une victoire. L'idée que Poutine a toujours une longueur d'avance est remplacée par quelque chose de bien plus fragile. La crainte qu'il ne soit plus totalement maître de la situation. Ce doute s'exprime surtout sur les réseaux sociaux, où les Russes s'expriment. La nouvelle a vite circulé sur les réseaux sociaux russes, où l'on s'interrogeait sur l'échec de la défense aérienne ou l'atteinte d'un site près de Saint-Pétersbourg. Des publications sur Telegram et d'autres plateformes suscitaient de réelles inquiétudes, remettant en cause le discours officiel. Ce type de discours des citoyens accentue les doutes sur la capacité des dirigeants à garantir la sécurité nationale. S'ajoute l'inquiétude causée par les pressions économiques de la guerre, qui touchent durement les Russes au quotidien. L'inflation officielle a dépassé 8% cette année, mais l'inflation réelle est plus de 3 fois supérieure à ce chiffre. Poussée par les sanctions et les perturbations de l'approvisionnement, les choses essentielles, comme la nourriture et le chauffage, coûtent beaucoup plus cher, alors que les salaires restent stables. La pénurie de main-d'œuvre a attiré les travailleurs vers les usines militaires, laissant les emplois civils rares et précaires, ce qui a mis de nombreuses familles en difficulté. La pression financière entraîne plus de plaintes, les gens liant leurs difficultés aux conflits persistants et doutant que le prix payé pour vivre en vaille la peine. Chaque nouvel échec n'ajoute pas seulement de la pression, il modifie aussi le récit que les gens se font sur qui est en train de gagner. Quand des navires lance-missiles brûlent de près de Saint-Pétersbourg, que des dépôts de pétrole explosent loin du front et que des bases aériennes plongent soudainement dans l'obscurité, la guerre paraît moins lointaine. Elle devient réelle. Ainsi, Poutine perd un outil crucial pour un chef en guerre, la certitude. Mais il n'y a pas que les Russes qui reconsidèrent la portée de la guerre. Les actions audacieuses de l'Ukraine forcent le monde à réfléchir à ce que ces frappes impliquent pour les règles du conflit moderne. Cette frappe ouvre la porte à un territoire juridique et stratégique dangereux. Pour que l'Ukraine lance une frappe de précision à 1000 km à l'intérieur de la Russie, touchant un navire de guerre et une grande raffinerie près de l'une de ses plus grandes villes, cela repousse les limites de ce à quoi ressemble la guerre moderne. Récemment, les attaques ukrainiennes, les Krakakines à longue portée visaient surtout la Crimée occupée, ou des bases militaires proches de la frontière. C'était différent. Cela s'est passé en territoire russe, loin des combats, là où la Russie ne se sentait pas vulnérable. Cela soulève des questions difficiles pour les capitales occidentales concernant les limites du soutien et le risque d'escalade. Les États donateurs ont souvent voulu limiter l'usage de leur système. Par exemple, les États-Unis ont interdit à l'Ukraine d'utiliser des systèmes américains à longue portée pour frapper en profondeur à l'intérieur de l'Ukraine, afin d'éviter une escalade avec une puissance nucléaire. Et pourtant, voici l'Ukraine qui mène ses opérations, avec des drones fabriqués localement, du renseignement local et une précision chirurgicale. C'est une faille. Kiev est clairement prêt à l'utiliser, et jusqu'à présent, cela fonctionne. Pourtant, chaque frappe en profondeur modifie un peu plus le climat géopolitique. Le calcul devient plus dangereux. La Russie accuse déjà l'OTAN de permettre ses attaques, même sans armes occidentales. Le Kremlin continuera de promouvoir ce récit, non parce qu'il est vrai, mais parce qu'il justifie des représailles, des cyberattaques ou une action militaire. Chaque succès de l'Ukraine comporte ce risque, et il y a aussi le précédent. Si l'Ukraine frappe en Russie avec un soutien international et peu de réactions négatives, quel message cela envoie-t-il à d'autres régions tendues ? Taïwan, l'Iran et la Corée du Nord suivent cette guerre de près. Le message entendu ne porte pas seulement sur l'ingéniosité de l'Ukraine, mais aussi sur l'évolution des règles d'engagement. Dans un monde où technologie, renseignement et acteurs non étatiques projettent leur puissance presque impunément, l'Ukraine a suivi une ligne très fine. Elle n'a pas utilisé de matériel de l'OTAN contre des villes russes, n'a pas visé de civils, ni lancé de tirs indiscriminés comme la Russie. Ses cibles étaient militaires ou logistiques. Cette retenue est importante. Cela permet aux gouvernements occidentaux de soutenir Kiev et souligne le contraste moral avec les attaques de Moscou sur des civils. Mais plus les frappes vont loin, plus le fil devient tendu. À bien des égards, c'est en partie le message que l'Ukraine envoie, non seulement à la Russie, mais aussi à ses propres alliés. Elle dit
Nous pouvons gérer cela. Nous pouvons mener une campagne technologique risquée en territoire ennemi, sans perdre le contrôle ni provoquer le chaos mondial. Jusqu'à présent, ils l'ont prouvé. Plus cela dure, plus chaque frappe aura un impact tactique et diplomatique. Pour l'Ukraine, l'enjeu est d'équilibrer démonstration de force, éviter l'escalade et conserver le soutien mondial, en visant les artères d'un adversaire nucléaire. L'Ukraine ne frappe pas seulement navires et canaux pour étirer les défenses russes, elle s'attaque aussi avec acharnement à l'industrie pétrolière qui soutient la machine de guerre de Moscou. Ces frappes contre le Gras et le Kirichi n'étaient pas accidentelles. Elles s'inscrivent dans une campagne visant les raffineries russes depuis le début de l'année. Ces zones autrefois industrielles sont désormais des cibles régulières. Depuis le début de 2025, au moins 15 raffineries majeures ont été touchées, et l'Ukraine ne vise pas n'importe quelle partie de l'usine. Il cible surtout les unités principales, transformant le pétrole en carburant, notamment les plus difficiles à réparer. Quand une unité tombe en panne, les réparations peuvent durer des semaines ou des mois, surtout avec les sanctions qui compliquent l'accès aux pièces de rechange. Cela veut dire moins de carburant pour les chars et camions de livraison. En 2 mois, la production des raffineries russes a baissé de plus de 50 000 barils par jour. C'est comme perdre une raffinerie de taille moyenne. Après l'attaque, la production de Kabychi, qui traite habituellement 30 000 barils jour, a chuté de 20%. C'est un chiffre énorme, ce n'était pas un cas isolé. En septembre, plus de 40 frappes ont visé des raffineries de Tuapse à Ryazan. Les exportations de carburant des ports russes atteignent leur niveau le plus bas depuis début 2022. Dans des endroits comme Primorsk, les pétroliers sont restés bloqués plus longtemps et certains acheteurs ont commencé à chercher ailleurs pour éviter les retards. Les dégâts ne se sont pas arrêtés au carburant. La Russie, ancien grand exportateur de soufre, en importe désormais du Kazakhstan car ses raffineries n'en produisent pas de plus suffisamment. C'est un coup dur pour son image de puissance énergétique. Avec autant d'usines taulides à l'arrêt, Moscou doit rediriger le pétrole brut vers les rares qui fonctionnent encore. Mais cela crée des goulets d'étranglement. Les lignes d'approvisionnement militaires ressentent aussi cette pression. Moins de diesel signifie des livraisons plus lentes vers le front où les véhicules consomment rapidement du carburant. À l'intérieur du pays, les régions autour de Saint-Pétersbourg ont vu les prix du carburant augmenter, ajoutant de la pression à la vie quotidienne. La stratégie de l'Ukraine est claire. Affaiblir le financement de la guerre sans grande bataille. Chaque raffinerie touchée coûte des millions à la Russie, alors que l'Ukraine dépense beaucoup moins avec ses drones. C'est une lente hémorragie, comme percer des trous dans un seau jusqu'à réduire le flux. Ces frappes révèlent aussi des failles dans les défenses russes. Les systèmes anti-avions de chasse sont peu efficaces contre les petits drones nocturnes volant à basse altitude. Après Kadychi, la Russie a renforcé la surveillance des sites clés, en déplaçant patrouilles et radars depuis d'autres zones. La couverture devient plus mince et le risque augmente. Si l'Ukraine continue ainsi, la capacité de raffinage de la Russie pourrait rester réduite pendant tout l'hiver, justement au moment où le carburant de chauffage est le plus nécessaire. Cela accentuerait la pression sur l'économie, avec une inflation accrue et des réserves sollicitées. Ce ne sont pas de simples incendies isolés, mais une offensive continue pour affaiblir la fiabilité des réseaux de carburant russes, frappe après frappe. Sur la scène internationale, le message est clair. L'Ukraine ne fait pas que survivre, elle évolue. La frappe sur le canal prouve que l'aide occidentale, la formation et le renseignement portent leurs fruits. Les drones, les satellites et la planification de précision travaillent ensemble d'une manière qui rend même les plus grandes cibles vulnérables. Pour les investisseurs et alliés, cela montre des capacités et du contrôle. L'Ukraine ne réagit plus seulement. Elle impose désormais le rythme, ce qui modifie le ton géopolitique de la guerre. Cela permet aussi plus de financement pour l'Ukraine, y compris hors Europe. Les frappes ukrainiennes d'octobre ont des conséquences jusqu'en Asie, notamment dans 2 sites clés pour l'énergie russe. La Chine et l'Inde. Ces 2 pays sont devenus des bouées de sauvetage pour les exportations de pétrole de Moscou depuis que les sanctions ont coupé l'accès aux acheteurs occidentaux. Pour eux, acheter du pétrole brut russe à prix réduit a été une victoire pragmatique, permettant de maintenir les coûts énergétiques bas et de faire tourner les industries. Pour la Russie, c'est un terrain dangereux. Elle a besoin des revenus tirés des exportations de pétrole pour financer sa guerre et stabiliser son économie. Les conséquences à long terme de ces attaques sont également majeures. Le trafic naval et commercial russe sur ses voies navigables intérieures va probablement ralentir pendant des mois, limitant sa flexibilité. Les commandants devront planifier selon de nouveaux risques, limitant la rapidité et l'imprévisibilité de leur déploiement. L'Ukraine a montré qu'une planification soignée et des opérations peu coûteuses peuvent avoir des effets stratégiques similaires aux grandes offensives. Cela prouve que, dans la guerre moderne, l'intellect prime souvent sur la force de feu.
En résumé, la frappe sur le canal de Saint-Pétersbourg a eu 3 effets majeurs. Elle a causé de fortes perturbations économiques et des retards logistiques dans tout le système russe. Elle a aussi miné la confiance, tant en interne qu'en externe, des militaires aux ouvriers. Troisièmement, elle a approuvé que l'Ukraine n'est pas une victime passive, mais un acteur agile, créatif et audacieux qui influence le conflit. Cela rend la leçon principale évidente. La guerre actuelle porte sur le timing, la précision et la connaissance des faiblesses ennemies, pas seulement sur le territoire. L'Ukraine peut gagner sans occuper de territoire. Grâce au renseignement, à la technologie et à la surprise, elle force une puissance supérieure à réagir sans cesse. Pour la Russie, cette frappe est plus qu'une simple humiliation. C'est un avertissement. La géographie n'est plus un bouclier. La distance ne garantit plus la sécurité. Chaque canal, chaque chantier naval, chaque couloir industriel tranquille pourrait être la prochaine cible. L'Ukraine a prouvé que, même loin du front, aucun lieu n'est hors d'atteinte. La frappe sur le canal de Saint-Pétersbourg était un message écrit avec le feu et l'acier. Dans la guerre moderne, le contrôle se mesure moins par le territoire que par l'initiative. L'Ukraine détient désormais cette initiative, et la Russie apprend à quel point il peut être coûteux de l'abandonner.